Bonsoir à tous. On a le plaisir ce soir de recevoir, dans le cadre des rencontres de la médiathèque Émile Zola, donc en partenariat avec la librairie Sorens, on a donc le plaisir de recevoir Agnès Mathieu-Daudet. Alors Agnès Mathieu-Daudet, certains la connaissent ici, d'autres non. Alors on va faire un petit peu sa connaissance. Et alors la raison de sa présence ici ce soir, c'est ce livre, L'ombre sur la lune. Quand j'ai fait l'annonce tout à l'heure à la médiathèque, j'ai dit l'opéra dans la lune. Pourquoi pas? Donc c'est bien L'ombre sur la lune. D'ailleurs, on parlera du titre, mais peut-être pas tout de suite, on attendra un petit peu. Donc c'est son deuxième roman qui est paru chez Gallimard, tout de même. Et puisqu'elle avait publié Le marin chilien il y a peu de temps, ce marin chilien que vous pourrez aussi acheter à l'issue de la rencontre en livre de poche si vous le souhaitez. Et il y a aussi L'ombre sur la lune, bien sûr, que vous pourrez acheter auprès de ma collègue qui est là et qui s'occupera de vous. Alors, vous avez publié Le marin chilien. Donc, c'est un premier roman avec un titre aussi énigmatique parce que le Chilien, il n'était pas du tout marin, en fait. Donc, il était... Oui, et les marins ne sont pas du tout chiliens. Voilà. Donc, ce livre a eu quand même le premier prix littéraire des grandes écoles en 2016 et le prix de la révélation de la Société des gens de lettres, ce qui, pour un premier roman, n'est pas mal du tout, quand même. Oui, merci. Donc, alors, Agnès Mathieu-Daudet, donc, elle est montpelliéraine, puisqu'elle est née en 75. Elle est née ici, je crois, à Montpellier. À la maternité, à Montpellier, oui. Voilà. Et donc, j'ai des témoins, donc j'étais là ce jour-là. Donc, vous avez fait une prépa littéraire ici, et puis vous êtes allé à Durham. J'ai un témoin aussi, puisque Valérie était en prépa avec moi. J'ai des preuves témoins. Pour tout. Plein de témoins. Donc, vous avez été à l'université à Montpellier, en classe prépa, je crois, et vous avez été aussi à Durham, en Angleterre, vous avez fait des études d'histoire, et vous avez exercé divers emplois avant de devenir conservateur du patrimoine, conservateur de musée. Ce que vous êtes toujours, je crois, un peu, ou pas tout à fait Alors, je suis en disponibilité, donc je suis toujours conservateur du patrimoine. Si tout se passe bien, je le saurai jusque dans ma tombe, donc espérons que ça se passe bien. Et non, je m'étais arrêtée, je suis en disponibilité pour écrire et m'occuper de mes enfants qui sont là. Et ça prend du temps. Là. Tout ça prend du temps. Donc Agnès Mathieu-Daudet, je crois que quand on a lu Le marin chilien et quand on a lu L'ombre sur la lune, on ne peut que se dire, Agnès Mathieu-Daudet, elle aime bien les rencontres improbables quand même. Parce que dans Le marin chilien, on avait donc ce géologue qui n'était pas du tout marin, qui vient étudier un volcan en Islande qui vient d'entrer en éruption. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je suis comme vous aussi allée en Islande et j'ai reconnu beaucoup de... J'étais vraiment très en terrain familier, on va dire. Et donc, ce géologue chilien rencontre une belle Islandaise, mais il rencontre aussi son ex-mari, la mère de l'ex-mari, les copains, le frère, et il hérite d'une vieille ferme de poissons complètement abandonnée. Et donc, il ne s'attendait pas du tout, c'était pas du tout le monde dans lequel il était venu. Donc, rencontre tout à fait improbable, donc. Et donc, dans le livre dont on va parler ce soir, L'ombre sur la lune, rencontre tout aussi improbable. Donc, entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un monde que vous connaissez bien, c'est le monde des conservateurs de musées et le monde des mafieux italiens. Alors, est-ce que vous voulez bien nous faire une petite lecture maintenant on rentre dans le vif du sujet. On va faire un peu la connaissance de Attilio. Attilio, mais aussi la Giganta, je crois. Oui, alors déjà, bonsoir. Merci d'être là. Je suis... très... Même ému, il faut parler dans le micro. Oui, très ému parce qu'effectivement, je suis montpelliéraine de naissance et de croissance jusqu'à ces années anglaises. Et donc, je suis émue de voir aussi, en plus des gens, je suis toujours émue qu'il y ait des gens que je ne connais pas qui viennent aux lectures, mais quand en plus je les connais, c'est compliqué. Voilà, donc je vais faire au mieux. Je ne vais pas m'étouffer quand je lis. Et donc oui, Attilio, ce personnage, alors lui, je le présente un petit peu quand même, parce que l'extrait va pas... Donc Attilio, mafieux sicilien, qui suite à quelques excès très jeune, finalement, a totalement échoué dans sa carrière de mafieux et se retrouve en Espagne. Donc il est à Madrid.
Enfin, il vit plus au sud, mais là, il est là pour répondre à la demande de ce personnage de la Giganta qu'on va rencontrer. Juste pour reprendre sur ce que vous disiez sur les univers, oui, je crois que... Alors en plus, là maintenant, il y a quand même ce personnage de Blanche qu'on ne va pas voir dans l'extrait, mais qui est assistante dans un musée parisien. Donc ça, c'était un milieu que je connaissais et qui me permettait de l'opposer à quelque chose... Après, on verra que l'opposition est peut-être pas aussi... en tout cas, se joue pas forcément dans les termes mafia, musée, tout ça va se rejoindre, mais il y avait quand même quelque chose de plus familier que dans Un marin chilien, où en effet, on était dans deux univers que je ne connaissais pas du tout. Donc là, je vais un peu moins loin dans ces contrastes, et peut-être que dans le prochain, on aura deux habitants de la Creuse qui se rencontrent sur un quai de gare, je ne sais pas. C'est l'évolution de ce que je fais visiblement. Alors, la Chinoise avait beau être assise, elle restait de taille démesurée. Ses longues jambes croisées remontaient bien trop haut. Elle portait un col roulé, un pantalon noir, qui accentuait encore l'impression, menthe religieuse encombrée de ses propres membres. Une grande tête carrée surmontait l'ensemble, sans avoir l'air d'appartenir au même corps, couronnée d'un minuscule chignon rond. Sur un tabouret à côté d'elle, un panier capitonné de satin rose et de dentelle servait d'écrin à une bête poilue qui jappa à l'entrée d'Attilio. La femme déplia l'un de ses bras vers le tabouret, sans quitter l'homme du regard ni prononcer un mot, et se saisit lestement de l'animal pour le placer sur ses genoux, enfonçant une main baguée dans la fourrure. Le bruit, qui s'était arrêté instantanément, signalait plutôt un chien, mais le corps ressemblait en tout point à celui d'un bébé panda, rond, un collier brillant dans son épaisse toison noire et blanche. Est-ce qu'elle tenait un bébé panda sur les genoux ? Rien n'était impossible. Elle le dévisageait. Elle ne portait pas de maquillage, aucun bijou. Il était surpris par son aspect masculin, renforcé par ses dimensions, contrastant avec les dentelles du panier. Elle inclina la tête en guise de salut, prit la parole dans un espagnol appliqué pour lui demander s'il avait fait un bon voyage. Sa voix haut perchée était aussi inattendue que son chignon. Il hocha la tête. Dans ces moments-là, on laissait parler. Elle reprit aussitôt, montrant l'animal du menton. « C'est Shanghai Check, un chow-chow que je fais toiletter et teindre tous les jours en noir et blanc. Vous n'avez jamais vu de chien panda ?» Et sans lui laisser le temps de répondre. « Vous n'êtes jamais allé en Chine ?» Attilio savait ce que la question signifiait et répondit par la négative. « Non, pas besoin d'autres mots. Non, il n'était jamais allé en Chine, il n'avait surtout jamais travaillé pour elle. » Il avait entendu tellement de choses invraisemblables et contradictoires, mais rien ne s'approchait de la vérité. Il savait qu'elle était grande, bien sûr, on la surnommait la Giganta, mais pas qu'elle mesurait presque 2 mètres. On lui avait décrit des tenues affriolantes ou traditionnelles, ou les deux, mais on ne lui avait pas parlé du panda. On avait bien mentionné Shanghai Check, mais seulement à cause du pseudonyme qu'elle s'était choisi, celui de Sun Meiling, deuxième épouse du leader du Kuomintang. On le lui avait expliqué, car Attilio n'était pas très versé en histoire. La Giganta se laissait rarement voir. Il aurait pu tirer du fait même qu'elle se montre à lui des conclusions inquiétantes quant à la nature de l'entreprise qu'elle allait lui confier. Mais il avait l'habitude de ne tirer aucune conclusion inquiétante. Il se doutait qu'elle le suivait depuis longtemps, au moins depuis qu'un Chinois de Florence était venu le déloger de sa planque d'Almeria un matin de septembre. Cela faisait déjà presque 10 ans. C'était un monde dans lequel on savait, parfois, prendre son temps. La voix aigrelette continua. « J'aime beaucoup les petits chiens comme Chang. Vous croyez toujours qu'on les mange. J'aime beaucoup l'art aussi. L'art donne un sens à ma vie. » Attilio se demanda comment l'art pouvait donner un sens aux méthodes de la Giganta. On disait qu'elle avait été très influencée par un séjour au Japon. À défaut de pouvoir vérifier que l'ensemble de son dos, fesses incluses, était couvert d'un tatouage irezumi représentant un crapaud géant terrassé par un samouraï, ce qui lui avait été rapporté par plusieurs hommes travaillant occasionnellement pour elle, comme s'ils avaient pu apercevoir son dos, il avait vu les mains mutilées de certains d'entre eux, une phalange après l'autre. Les moignons fascinaient Attilio, comme un surplus d'humanisation. Quel raffinement que de modifier son corps pour des raisons éthiques. Les Chinois avaient infiltré les milieux yakuza depuis longtemps, et certaines choses ne se perdaient pas. Partout d'ailleurs, de la Tchétchénie à la Patagonie, le monde de la criminalité, par nostalgie, complaisance, superstition, se parait encore parfois des accessoires bariolés qui avaient fait la gloire des parrains et des chefs de triade. La rencontre d'aujourd'hui appartenait à cette indispensable nécessité de mise en scène, recherche esthétique au goût du jeu, pour laquelle Attilio n'avait plus le moindre intérêt. Les activités illégales ne l'étaient pas moins quand on se déguisait pour les commettre. Peut-être que le décorum allégeait les consciences, mais une fois en tôle, les consciences étaient plus encombrantes qu'autre chose.
Tout ce dont il s'était assuré avant de venir, c'était que la Giganta maîtrisa les codes anciens et le monde moderne aussi bien que la langue espagnole. Il ne dit toujours rien. « Asseyez-vous, je n'ai pas fini. » Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Comment expliquer le succès de la chinoise, sinon par des méthodes originales? Il s'assit sur l'un des tabourets laqués. Ses ischions heurtaient inconfortablement la surface rigide. Il se tint aussi droit que possible. Vous ne trouvez pas que l'art justifie beaucoup de choses? Même Chang souffre quand on lui applique des teintures. Ça le démange, mais il sait qu'il est plus beau en panda. Enfin, il ne le sait pas, il n'est qu'un chien. Elle esquissa une torsion de sa large bouche pour sourire. Disons qu'il se voit dans mes yeux et qu'il s'y voit plus beau quand il est en panda. C'est pareil avec l'argent. C'est laid tous ces billets si on les regarde bien. Les dollars, ils sont mous et verts, trop grands. Les euros et même les yuans, si ternes, que du papier. Je préfère que ça ressemble à autre chose. Des tableaux, par exemple, c'est déjà plus épais, on varie les couleurs. Ou des sculptures. Des choses, mais des choses uniques. Pas des choses en série, comme 50 000 billets avec la même tête à moitié chauve qui semble vous juger. Et puis l'art, c'est durable. On parle en siècles, alors qu'il ne faut que quelques secondes pour mourir. Attilio redressa ses lombaires, comme le kinésithérapeute lui avait appris à le faire. Et comme j'aime beaucoup les petits chiens, je veux transformer tout cet argent en petits chiens artistiques. Attilio eut une vision de hordes de mini-pandas s'ébrouant joyeusement dans des forêts de bambous stylisés, comme les dizaines de petits dodus qu'il avait vus dans un tableau du Prado grouillés au pied d'une statue de Vénus. Les grands patrons avaient des idées saugrenues, c'était d'ailleurs ce qui faisait leur force, puis les perdait un jour. Il y avait en eux une faille, pas toujours évidente. La drogue, la plupart savaient éviter. La vanité, moins. Des implants, la chirurgie commençait pour échapper à la police, puis à laquelle on avait pris goût. Quand il vous recevait, il fallait réussir à réprimer son rire face à des poissons gonflés, épiderme prêt à lâcher, ou prendre le risque de se faire couper une phalange. On parlait d'un Ukrainien qui s'était fait construire un lit en silicone, reproduisant la forme exacte des fesses d'une star de télé-réalité, agrandi bien entendu. Le type se vautrait tous les soirs dans du capiton capitaliste, pas parce qu'il aimait les fesses, mais parce qu'il aimait la starlette, l'idée de la starlette, à l'obsession. Les passions inattendues restaient les plus dangereuses. Ils avaient une idée en tête, ils ne voyaient plus rien d'autre. Simple muse dont ils faisaient leur destinée. On ne touchait pas à des rêves pareils, ils n'appartenaient qu'à eux. Parfois les plus puissants s'écroulaient tout seuls, quand aveuglés par leur étoile, ils en oubliaient d'être prudents. Quelle importance avait le reste lorsque l'on regardait son rêve en face? Une seconde suffisait. Un sourcil baissé au mauvais moment, une moue inattendue, des signes furtifs dans lesquels leur entourage savait lire, dans lesquels ils devinaient par quoi on pouvait tenir le patron désormais. Et ça finissait toujours par être fatal. Un chien déguisé en panda, ça ne faisait pas peur. Mais si la Giganta le montrait à tout le monde, l'ensemble des criminels et des flics de la planète sauraient comment la mettre à terre. Je veux un tableau. Je regardais le public pendant que vous lisiez. Oui, ce que je ne sais pas faire, moi. Donc je vous remercie. Et ils avaient tous le sourire, bien sûr, parce que vous avez entendu ce style avec beaucoup d'humour, très précis, et on a quand même bien compris que la Giganta, cette espèce de personne complètement... Comment vous avez pu penser à une personne comme ça grande, le chaud peint en panda, tout ça? D'où ça vous vient, tout ça? Terrible, parce que c'est toujours très... La démystification est toujours très brutale. Je discutais avec un chauffeur de taxi qui me racontait qu'il y avait à Paris, on parlait de mafia, c'est quand même un sujet qui m'intéresse, et de femmes dans la criminalité organisée aujourd'hui. Ça m'intéresse parce que par rapport au système clanique et voilà, l'émergence de figures féminines, la mère dans un clan mafieux, que quand ces femmes deviennent chefs de clan, comme il y en a eu en Colombie, enfin il y en a, je trouve ça assez intriguant pour tout ce que ça révèle au-delà du crime. Au cœur du crime en tout cas, et je parlais de ça, et ce chauffeur de taxi me dit, mais vous savez qu'il y a à Paris une femme qui fait 2 mètres et qui gère tous ces petits restaurants à motif de panda. Il y en a un près de chez moi. Et par ailleurs, je savais qu'il y avait une grande mode en Chine de chiens teints en panda, enfin ça existe. Et un scandale dans un zoo italien aussi qui produisait sur scène des petits chiens déguisés en panda. Voilà. Voilà. Alors après, oui, c'est vrai que pour répondre vraiment à la question... Tout ça fait un univers un peu loufoque dès le départ. Oui, mais je crois que c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Enfin, oui, c'est clair. Le reste, il y a des gens qui s'en occupent très bien, qui écrivent très bien. Non, mais je sais, parce que maintenant j'ai rencontré suffisamment de lecteurs, que il ne faut pas que ça reste anecdotique, et je ne crois pas que ça le soit dans l'équilibre du livre. Après, tout ça existe, et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, si on ne se fait pas plaisir avec ce genre d'absurdité, je ne dis pas qu'il faut se faire plaisir avec les crimes raffinés de la mafia, mais voilà, les pandas, enfin, on peut dire aussi que c'est très triste, et effectivement la teinture démange le petit chien, mais
Voilà, il faut arriver à trouver les choses là où elles sont. Voilà, donc ça c'était pour Attilio, donc qui est cette espèce de beau, parce que moi j'ai quand même retenu qu'il était beau, un peu fatigué, il en a un peu assez là, au moment où, où on le prend dans le livre, il est un peu fatigué. Hein, oui, il est fatigué depuis le début, parce qu'il a quand même mal commencé. Voilà, il a très mal commencé. On va essayer de ne pas dire les premières pages du livre, ça va pas être facile, on va essayer de s'y tenir pour laisser les lecteurs qui ne l'ont pas lu le découvrir justement. Alors, pour cette mission. Continuez si vous n'aimez pas les premières pages du livre, parce qu'il y a un lecteur en salon la semaine dernière qui est revenu au bout d'une demi-heure, qui était déjà, je le connaissais depuis un maraschinien. Il m'a dit, j'étais sur le parking, j'ai commencé votre livre, mais je suis pas content, je déteste ce type, je veux pas le suivre jusqu'à la fin. Dites-moi qu'il n'est plus après, qu'il va mourir. J'ai dit, écoutez, je vous ai dit qu'il y avait des images qui étaient peut-être, voilà, prenez-le comme une image et continuez si vous avez envie de vous arrêter. Et donc pour cette mission, puisque vous avez compris que la chinoise, la Giganta, elle aime les tableaux de chiens, et elle va confier une mission. Donc là, on rentre un petit peu dans le livre. Elle va confier une mission à Attilio. Il s'agit ni plus ni moins que de voler un tableau d'un chien peint par Goya, et un tableau dont il se trouve qu'il n'est pas au Prado, celui-là, et que ce tableau va devoir voyager. Et pour voyager, les tableaux dans les musées, vous savez, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Ils sont convoyés généralement, soit dans des voitures particulières, soit dans des camions. Et la personne qui va le convoyer, qui va convoyer ce tableau jusqu'au musée du Prado, où il va être exposé avec tous les tableaux de chiens, la personne qui va convoyer ce tableau s'appelle Blanche. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Blanche? Donc Blanche, elle est non pas franche, en tout cas, son milieu professionnel est proche du vôtre. Alors, on rentre aussi par l'intermédiaire de Blanche dans tout ce milieu-là, les conservateurs de musées, de ceux qui restaurent, de ceux qui prennent soin. Et pour le lecteur, c'est assez jubilatoire parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas, les coulisses du musée. Oui, alors je voulais parler de ça parce que je m'étais retenue pour le premier livre et ce que tout le monde m'avait dit, tu écris, donc tu vas écrire l'histoire d'un conservateur de musée qui a 2 enfants et qui s'est mis en disponibilité pour écrire. Donc je ne pouvais pas parler de musée à ce moment-là. Et là, c'était pas uniquement pour parler. Alors je pense que c'est quand même un livre qui traite des apparences, de l'envers du décor, donc ce métier-là s'y prêtait particulièrement. Et correspondait assez bien aussi à Blanche, qui est cette fille qui a l'impression qu'elle contrôle tout dans sa vie. On sent qu'il y a une ascension sociale, enfin, c'est assez flou sur son origine, mais on comprend qu'elle est née dans l'Orne, dans une famille d'éleveurs. Ils élèvent des vaches, en l'occurrence. Mais cette ascension sociale, voilà, elle a fait des études d'histoire de l'art, mais elle est assistante du directeur. Elle n'est pas conservateur. Il y a un plafond de verre qu'elle sait, elle... Parce que c'est trop, enfin, elle ne peut pas encore accéder à ça. Et après, ce que je voulais montrer dans ces scènes que moi j'ai vécues, parce que c'est toujours drôle, les gens me citent des passages du livre en me disant mais ça c'est tellement... c'est pas possible. Mais si, ce sont des choses que j'ai vécues et qui... Je vois bien que ça amuse les gens parce qu'on n'imagine jamais ce contraste. Effectivement, on parlait de contraste, ça peut être assez brutal. Et en même temps, ça me permettait de montrer Blanche qui est, par sa passivité, une espèce de bloc. Alors elle est entourée de ces camionneurs lubriques, de tous ces gens qu'elle va rencontrer. Mais finalement, elle se débrouille assez bien de tout ça. Et elle est un peu perdue dans ses idées sur voilà, qu'est-ce que signifient ces transports d'œuvres à travers... Voilà, vous le disiez... Ce tableau qui vient d'un musée parisien qu'on amène au Prado, il est tout seul dans un 36 tonnes. Il y a un moment où Blanche se dit, parce que oui, évidemment, ce sont des questions que je me pose aussi, sans avoir de réponse, à quoi rime tout ça ce petit chien, par exemple, là, elle convoie un tableau qui est un tableau qui s'appelle l'Enfant vert. Bon, il y a un tableau au Louvre qui s'appelle l'Enfant bleu, et je voulais que ce soit quelque chose d'assez facile à imaginer. Elle va à cette exposition au Prado sur les petits chiens dans la peinture espagnole. Et donc il y a une réflexion sur voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui le monde de la culture, est-ce que vraiment c'est pertinent de faire venir les gens sur des sujets... de plus en plus anecdotiques. Hein. Oui, et qui portent peu... Enfin, après, ils peuvent être très bien traités, mais en l'occurrence, ce chien, elle est au Prado devant ce tableau très connu du petit chien, cette tête de chien noir sur fond jaune qui est emblématique du Prado, qui est sur toutes les cartes postales, mais qui en fait est une construction. Enfin, ces tableaux étaient, c'était des scènes qui étaient peintes sur les murs de la maison de Goya. Et au moment du transfert de ces peintures noires, le petit chien se retrouve isolé sur un fond jaune, alors que c'était une scène de chasse avec un chien qui levait la tête vers des oiseaux, il y avait des plantes, il y avait des tas de choses.
Et ce qui m'intéressait, c'était ça aussi, parler de comment, voilà, comment le regard que l'on porte sur les choses peut les... Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre, en fait, la façon dont on aborde les choses peut les faire basculer. Finalement, ce sens, il est très construit, il n'est pas là a priori. Et voilà, c'était cette réflexion-là aussi que je voulais initier. Et Blanche, elle est attachée à la matérialité des œuvres, elle est obsédée par les craquelures sur le vernis, mais elle y est attachée... de façon émotionnelle, sensible. Et ça, on en parlera peut-être après, c'est quelque chose d'autre que j'ai voulu montrer. Tout à fait. Ces rapports avec les tableaux, c'est pas des rapports d'appropriation, mais moi, je trouvais que c'était comme une espèce de compagnonnage étroit qu'elle avait oui, elle parle de tout ça. Alors, elle aime pas les gens qui tombent amoureux des portraits, parce que pour elle, c'est pas ça. C'est juste l'histoire matérielle de l'œuvre la séduit. Cette matérialité très... Et c'est là que Blanche, finalement... c'est là aussi la faille en elle, c'est que sous ses dehors très contrôlés et son obsession de l'image, parce qu'il y a cette histoire de footballeur aussi. Alors justement, parlons-en du footballeur, parce que là quand même, comment là encore, je trouvais qu'on avait mis du temps. Ah non mais là c'est quand même très étonnant. Elle est absolument persuadée qu'elle est le sosie d'un footballeur pas très beau, pas très doué, qui joue dans un petit club de l'Atlético à Madrid. L'Atlético Madrid, alors c'est pas un petit club, hein. Bah, c'est pas le plus gros quand même. C'est pas le Real de Madrid, hein, quand même. Non, bon, c'est l'autre. Et donc, elle est persuadée qu'elle est le sosie. Ça, c'est quand même très surprenant. Là encore, c'est un peu comme la Giganta. Bon, la Giganta, on a compris d'où ça venait, mais le lecteur, quand il lit le livre, il découvre la Giganta comme ça. On a vraiment envie d'en savoir plus, quoi. C'est très étonnant. Et là, cette vision qu'elle a, qu'elle est un sosie de ce footballeur, qu'en plus elle va assister, toute coincée qu'elle est, elle va quand même assister à un match. Oui, mais parce que Blanche est tellement dans le contrôle et la construction de soi. Elle passe son temps à se demander comment vivent les autres, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ils font. À force de construire cette image très, très solide, tout d'un coup, en fait, la faille, ça va être aussi ça, cette histoire de ressemblance qui va très loin. La façon dont ça se déroule, c'est qu'effectivement, elle a besoin d'avoir un peu de folie dans son monde contrôlé, et elle trouve que finalement c'est une passion comme une autre, aussi absurde que peuvent l'être les passions, parce qu'elle ne comprend pas ce que c'est qu'une passion. Donc je dis pourquoi pas. Après, l'idée de la ressemblance, pourquoi ça commence avec la ressemblance, ça, moi, c'est un sujet qui me... Voilà, elle voit ce type courir sur un écran, elle ne sait plus avec qui, parce qu'on a aussi tout ça, cette réflexion sur sa solitude, et ses difficultés à avoir des rapports amoureux satisfaisants. Elle regarde un match de foot, elle voit ce type, elle reconnaît des tas de choses, il est plus jeune, qui la renvoie à ce qu'elle a pu être, et peut-être qu'elle a aussi mis de côté dans cette fougue. Enfin, évidemment, c'est incarné par un sportif, donc on voit à peu près tout ce que ça peut montrer. Après, moi, c'est un sujet, la ressemblance, enfin, les grands types humains. Moi, je passe mon temps à chercher des sosies et à être fasciné par... voilà, je vous ai vu tout à l'heure, j'ai dit, on dirait Isabella Rossellini. Enfin, je vous l'ai pas dit, je préfère vous le dire devant tout le monde, c'est comme ça, vous êtes bien. Mais voilà, j'adore ça. Et je pense que dans la vie, on fonctionne comme ça. Enfin, le nombre de couples qui sont des gens qui se ressemblent. Enfin, alors oui, Ovide, on peut dire, les couples finissent par se ressembler parce qu'ils vivent les mêmes choses, mais je crois que c'est pas vrai. On voit des gens de 20 ans qui sont là, enfin, qui ont la même tête. Je trouve ça... qui ont des enfants qui leur ressemblent. Enfin, il y a quelque chose là qui m'intéressait. Après, il y avait aussi voilà, l'idée d'incarner cette histoire d'apparence et d'obsession pour l'apparence qui est aussi au cœur du livre. Voilà, d'apparence très contrôlée en ce qui concerne Blanche. Et donc il y a effectivement, vous l'aurez compris, une rencontre orchestrée par Attilio pour rencontrer Blanche et pour effectivement, c'est en principe grâce à elle qu'il devrait réussir à récupérer le tableau, puisque c'est une mission qui lui a été donnée par la Giganta. Sauf que les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Alors, on n'en dira pas plus, mais sachez simplement que le rapt du tableau est un échec lamentable. voilà. Oui, parce que le vol de tableau, c'est quelque chose qui est tellement... Enfin, c'est un poncif dans la littérature maintenant de policiers, ou je ne suis pas le premier conservateur du patrimoine à se mettre à écrire sur les vols de tableaux et les enquêtes. Voilà. Il y en a énormément. Et moi, ça m'amusait aussi de jouer avec ces codes-là. C'est-à-dire que oui, on part. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher le tableau le plus connu, d'avoir une mafieuse chinoise qui recule devant rien, un mafieux sicilien qui n'a reculé devant rien dans le passé. On se dit, bon, tout est mis en place. Et puis finalement, le tableau, on s'en fiche complètement. Enfin,
effectivement, ça crée le nœud de tout ça, mais justement, le nœud, il n'est pas là. Il est dans le fait que cet Attilio au contact de Blanche et Blanche au contact d'Attilio vont chacun révéler quelque chose qui était là, comme une révélation photographique. C'était là, mais c'était pas encore... Voilà, donc ces deux-là, durant tout le livre, ne vont pas cesser de s'approcher, de s'éloigner. À un moment, il pense même à la tuer, hein, mais finalement, il ne le fait pas. Il y a une espèce d'attraction et répulsion sans arrêt, hein, entre ces deux personnages qui fait, je crois, tout le sel du livre. Hein. Et en fait, chacun des deux est d'une certaine manière est dans une solitude presque choisie et subie. Voilà. Hein, moi, c'est comme ça que je l'ai je vous remercie de le lire comme ça, parce que c'est vrai que alors, dans les salons du livre ou des choses comme ça, on est obligé d'avoir des gens qui viennent et qui disent, mais ils regardent la 4e, ils font « Ah, mais c'est une histoire d'amour, c'est un livre pour femmes ». Alors je dis alors déjà, il y a des hommes qui vivent des histoires d'amour, il faut l'expliquer aux gens qui en sont pas encore convaincus. Et ensuite, non, enfin, alors, après, j'aborde pas maintenant la question de l'écriture pour femmes ou pas, mais enfin, ça me surprend toujours. C'est pas une histoire, enfin, c'est une histoire d'amour, de deux amours parallèles, et de la même façon que Blanche projette sur ce footballeur quelque chose qui est sans sens, en fait. Leur histoire d'amour est une projection mutuelle qui aboutit à certaines choses, mais finalement, chacun se retrouve beaucoup face à lui-même, et donc aux conséquences aussi de la façon dont il a mené sa vie jusque-là, pour Attilio, ou dont il ne l'a pas mené jusque-là, dans le cas de Blanche. Et Blanche, ce séjour à Madrid, ça introduit quand même une rupture. La rencontre avec Attilio, ça introduit quand même une rupture dans son monde si organisé, si... Oui, alors déjà, elle est allée dans les stades 2-3 fois, mais évidemment, elle est agoraphobe, elle a peur des attentats, elle a peur des tribunes qui s'écroulent, enfin, c'est compliqué pour elle. Et là, elle est invitée, enfin, elle croit qu'elle est invitée par le musée à aller voir ce match dans lequel joue ce footballeur. Bon, c'est une demi-finale. Ça, c'est les plaisirs d'auteur de faire gagner l'Atlético en demi-finale contre ce Real Madrid dont vous parliez tout à l'heure, de Ligue des Champions. Et donc, voilà, elle se sent obligée d'y aller parce que c'est professionnel. Mais une fois qu'elle est là, elle est dans ce stade et elle va commencer à s'animer. Et cet Attilio qui a organisé toute la rencontre voit cette fille dont il imagine, elle est tout le temps, elle est en petit tailleur blanc, elle passe son temps à se recoiffer, à tirer son tailleur. Et tout d'un coup, elle s'anime de quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qu'il n'avait pas soupçonné. Et il commence à comprendre que ça va être plus compliqué que prévu. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce qui était une opération de séduction sur commande, ça change de nature. Oui, je voulais aussi jouer avec ça parce que moi j'adore les films. Enfin, je vais décevoir mon lectorat potentiel, mais n'ayez pas peur. Je place James Bond très très haut. Donc voilà, il y avait cette idée de rencontre organisée autour de la séduction, et il faut que ça foire, quoi. Il faut pas que ça marche, ça. Et donc elle va très loin dans la. Et on pourrait penser, mais cette rencontre-là, justement, ça va introduire quelque chose dans la vie de Blanche. Et moi, je trouve que on est surpris en tant que lecteur. On se dit, mais comment est-ce qu'après, au cours d'une des péripéties, elle le cherche, hein, elle va à ça. C'est à l'encontre de toute la vie qu'elle a eue avant. Elle va le chercher, elle va le trouver dans l'endroit, dans sa chambre d'hôtel. Elle va lui demander des explications. Elle va le suivre contre toute attente. Nous, et tout d'un coup, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui s'est joué de l'ordre de la voilà, ma vie jusqu'à présent était grise. Hein. Vous dites à plusieurs reprises qu'elle est grise, que Blanche est grise, c'est drôle. Mais en fait, non. Et donc là, la rencontre avec Attilio, ça change tous les codes. Ça change oui, alors elle continue à se persuader qu'il y a des raisons. Enfin, elle se retrouve dans la chambre d'hôtel, elle pense que... parce qu'elle croit qu'elle va être accusée de ce vol, d'échec de vol de tableau. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle elle est là en train de courir derrière. Il y a un moment, elle va essayer de s'échapper, mais elle s'échappe face à l'océan. Donc il y a un moment où sur la plage... On est bien obligé de s'arrêter. Voilà. Et effectivement, l'idée du livre, pour moi, c'est de montrer quelqu'un qui va apprendre à exister. Et tout ça était là en elle. Je ne crois pas que je crois pas que ça tombe dessus comme ça. Mais elle a cette sensibilité qu'on voit à travers ces histoires de footballeurs, d'enfance, de tableaux. Et c'est cette sensibilité qui va la sauver et qui va donner un sens quand même à ce qui lui arrive. Et donc vous avez
Donc cette relation d'attraction, de répulsion, où chacun suit l'autre, etc., ça finit par déboucher par une espèce de road movie, alors absolument magnifique, en Andalousie. Et alors là, je ne résiste pas. Alors, il y a quelques lignes, c'est pas beaucoup. Alors attendez, non, je crois que c'est page 126, autant que je me souvienne. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que, en tant que lectrice, que Agnès Mathieu Daudet, elle écrit juste. Voilà. Quand elle parle de l'Andalousie, par exemple, hein, elle dit « Le ciel était maintenant gris foncé, l'éclairage public aidait la petite ville à passer de la nuit profonde à la journée qui commençait. Il n'y avait encore personne dans les rues. Blanche se demanda combien de temps elle avait dormi. Elle s'éveillait dans un décor de western mexicain, paré des oripeaux du monde moderne. Il y avait les maisons carrées aux angles arrondis par les couches de chaux alignées de part et d'autre de la monotone rue principale. Les bougainvillées qui dégoulinaient, quelques palmiers, mais aussi un enchevêtrement d'antennes électriques, de fils suspendus, de panneaux portant les vocables criards des bourgades du nord de la Nationale. Cerveza, 7 sur 7, gambas, euros. Sa voix résonna dans l'habitacle. Où sommes-nous exactement? Los Chapatales, au sud de Séville. Au sud de Séville? Mais c'est au sud de Séville, non? J'ai dormi combien de temps? Voilà. Et moi, je trouve que cette description de l'Andalousie, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voilà, sur des routes comme ça, en plein milieu de nulle part. Et bien, c'est vraiment ça. Je trouve que vous avez cette faculté, avec même dans vos descriptions, quand vous dites que, par exemple, les cigognes ne traversent plus le détroit de Gibraltar et ils restent. Et elle reste en Espagne et elle mange dans les décharges et tout ça. Et avec votre écriture, on rentre vraiment dans ce monde-là. Et l'Andalousie, moi, je trouve que dans ce road movie qui est la deuxième partie du livre, on y est vraiment. On est dans la corrida, les décharges où les cigognes mangent du plastique, on les imagine, on les voit. Et je trouve que là, vous avez fait fort, là, je trouve. Je vous remercie. C'est vrai qu'au départ, je voulais aussi écrire sur l'Andalousie. J'ai beaucoup coupé parce que Gallimard trouvait que le côté... il y a un moment, il me dit, vous promenez en Andalousie, il va falloir rentrer. Donc je prépare un autre texte. J'ai gardé tout ce que j'avais coupé. Non, j'aime énormément cette région. Après, ce qui m'intéressait là, par rapport à ce que vous dites fil électrique, plastique, on est au bord du Guadalquivir et on est pour moi c'était quand même là qu'on plaçait... Tartessos, les mines d'argent, enfin il y a toute une histoire antique au bord du Guadalquivir. C'est là que Pline imagine l'Atlantide. Il y a quand même et ça c'était très important pour le livre, parce que je peux l'expliquer après, mais cette idée de centre historique du monde, qui est aujourd'hui une zone... Voilà, les Romains étaient circulés sur le Guadalquivir jusqu'à Cordoue, enfin c'était quand même un axe majeur, et qui n'est maintenant que cette espèce de décharge à ciel ouvert. Pas partout, c'est joli encore, mais les endroits qui ne sont pas protégés sont quand même... et c'était ce contraste entre le monde que finalement Blanche essaie de retrouver. Elle est pétrie de références historiques. Et justement, quand elle est à la plage, enfin voilà, ils sont sur la plage à Sanlúcar de Barrameda, qui est la ville d'où Magellan est parti, d'où Cortés est parti, d'où énormément de gens sont partis conquérir le Nouveau Monde. C'est aussi la ville, au début du XVIIe siècle, où sont arrivés les premiers ambassadeurs du Japon en Europe. Donc il y avait aussi ce retour de notre monde vers le nôtre. Et ce qui m'amusait avec aujourd'hui l'idée que Sanlúcar est une ville qui est pleine de bazars chinois, qui est aussi économiquement quand même tributaire de tout ce commerce chinois. Donc il y avait cette idée de retour historique, de personnages. Il y a quelque chose de centrifuge, je crois, dans le livre. Et parler de corrida, parce que je voulais qu'il y ait des arènes aussi, parce que de toute façon, on ne peut pas parler de ces villes sans en parler du tout. Mais il y avait cette idée de... Voilà, ces gens cherchent un centre. Est-ce qu'ils vont le trouver ou pas? Parce que il y a cet aspect, enfin, tout ce qui est historique. On parle de Italica, qui est la ville de naissance de Trajan, d'Adrien. Enfin, c'était un lieu et qui est maintenant une petite banlieue. Voilà, il y avait cette idée d'évolution et en même temps de retour sur soi. D'où l'ombre sur la lune, donc la citation qui a été attribuée à Magellan. Bon, on pense que Magellan, elle est apocryphe d'au moins un siècle, mais enfin, elle est restée comme attribuée à Magellan, qui dit « L'Église dit que la Terre est plate,
mais j'ai vu l'ombre sur la lune et j'ai plus foi en l'ombre qu'en l'Église. Et j'aimais beaucoup cette phrase parce que elle dit tout Alors, en fait, on savait avant Magellan, on n'avait jamais arrêté de penser que la Terre était ronde. Il y avait en fait, c'est un mythe encore que Magellan a. Bon, mais il y avait quand même cette idée de, voilà, c'est l'évidence sensible qui parle. C'est pas la raison, c'est pas le verbe, le logos, c'est pas l'Église. C'est quelque chose de très matériel. Et cette chose très matérielle est en plus évanescente puisque c'est l'ombre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Et j'aimais bien cette idée de... finalement, Blanche, je parlais de sensibilité tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est qu'au contact de tout ce monde sensible, et l'Andalousie m'y aidait particulièrement parce que c'est quand même assez fort. Je voulais aussi jouer avec quelques clichés au passage. Donc voilà, elle est soumise, voilà, elle est dans cette scène de corrida, elle, ça lui rappelle juste... Elle a grandi, son père élevait des vaches, elle voyait des hécatombes de vaches aux abattoirs. Enfin, ça ne la touche pas, alors que Attilio croit toujours qu'il va l'impressionner, la mettre mal à l'aise. Il y a toujours un décalage. En fait, non, il y a toujours un décalage. Ouais. Mais il y a quand même cette idée d'évidence sensible qui se manifeste. Et c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, qui va donner voilà, je parlais de peinture, avec les métaphores de peinture, c'est ça qui va donner un liant, mais aussi les pigments et toute la matière à la vie. Donc vous voyez, elle a quand même beaucoup de vocabulaire où on entend que le monde de l'art ne lui est pas du tout étranger, bien au contraire. Et moi je trouve qu'un des autres mérites du livre, c'est qu'avec érudition et légèreté, ce qui n'est pas... C'est pas très souvent qu'on a les deux ensemble. Je trouve qu'avec érudition et légèreté, on rentre dans ces tableaux, dans Velázquez, surtout Goya. Et je trouve que c'est pas un des moindres mérites du livre que de rentrer, grâce à Blanche, mais de rentrer dans cet univers sensible. Merci, parce que c'est quelque chose qui me touche, parce que je crois que c'est la seule façon de parler d'art. Elle se pose la question, voilà ces expositions absurdes sur les petits chiens. En fait, quand elle parle à Attilio, qui n'a jamais fait attention à un tableau, à part dans des commandes, il y a quelque chose, il est subjugué. Alors au début, il n'écoute pas, elle parle, et en fait, il est subjugué par la passion qu'elle manifeste. Et elle lui dit, mais je vous choque avec ce que je dis sur les petits chiens. Il dit, mais non, en fait, il n'écoute pas du tout. Il fait, non, je ne suis pas choqué. Mais il n'écoute pas, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Il la voit parler de tout ça. Il y a quelque chose de presque érotique, parce qu'en plus, elle commente des tableaux, enfin, elle s'anime, elle ne se rend pas compte du tout de ce qui la dépasse. Et lui, c'est ce qui le sidère. Et je crois qu'on peut parler d'art que comme ça. Enfin, je pense que cet aspect, chacun peut reconnaître quelque chose dans un tableau. On ne représente rien qui ne soit pas concevable par l'esprit humain. Donc il suffit de savoir comment. Et c'est ça que je voulais faire aussi avec des tableaux plus ou moins inconnus, mais montrer comment Blanche, en parlant, allait donner à Attilio le regard sur ses œuvres. Oui, et ça c'est pas le moindre des mérites. Alors l'autre. Un des autres mérites du livre, c'est l'humour dévastateur vraiment que vous avez. Alors, par exemple, je résiste pas. Notre directeur. Ça marche jamais, ça. Hein, vous savez, quand vous dites ça va être drôle, vous lisez aux gens et ils sont atterrés. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi qui lis. Vous pouvez rire tout de suite. Comme ça. Voilà. Le directeur du musée. Moi, ce qui m'a amusé, c'est que c'est le directeur. Voilà. Le directeur était plus petit que Fernando, mais aussi large et musclé. Fernando, vous savez, c'est celui dont elle est persuadée qu'elle est le sosie. Hein. À cause de la moustache, Blanche l'imaginait parfois en haltérophile, débardeur descendant au milieu du ventre. La moustache était depuis peu redevenue à la mode et le directeur ne se rendait pas compte qu'il ressemblait à un gendarme des années 70. Il se targuait de savoir aimer les femmes, comme beaucoup d'hommes qui ne les aiment pas. Voilà. Donc là, je trouve qu'on a cette espèce de distance. Comme il se targuait de savoir aimer les femmes comme beaucoup d'hommes qui ne les aiment pas. Moi, je suis très contente de lire ça sous votre plume parce que c'est tellement vrai. Oui, c'est tellement vrai. Donc, et aussi quand il y a aussi des moments où vous parlez des garçons de café dans les gargotes madrilènes qui sont grincheux et dégarnis. Mais c'est vrai aussi. Mais quand vous le dites, quand vous l'écrivez, c'est drôle. Il y a aussi les moments où des discussions entre femmes. Les femmes qui, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, ne savent plus parler que de leurs enfants. Même si elles ont dit que surtout, il ne fallait pas qu'elles en parlent. Mais elles finissent quand même par ne parler que de ça. Et enfin, il y a vraiment beaucoup de moments dans le livre où l'humour, il est omniprésent. Et je trouve que cette espèce de mélange-là, entre l'imagination, quand même, il faut le dire, un peu débridée, hein. On peut
quand même le dire, que vous avez une Oui, imagination. ça me posait problème dans mon... Enfin, vous avez parlé de cette carrière professionnelle en pause pour l'instant. Je savais que cette imagination n'avait pas trouvé de canal à sa hauteur. De lieu pour s'exprimer. Oui. Et là, vous avez trouvé. J'avais besoin... Mais c'est ce que je dis quand on parle dans des tables rondes avec des auteurs et on discute de la place de la fiction aujourd'hui, de gens qui disent, moi j'ai besoin de m'adosser au réel. Mais moi aussi je m'adosse au réel, je n'invente... Rien n'existerait sans une référence à quelque chose que vous, comme tout à l'heure pour les tableaux, que vous connaissez et qui résonne. Ensuite, oui, comme moi j'avais par ailleurs cette formation scientifique et une activité scientifique et de publication d'articles très techniques, puisque en plus je m'occupe de restauration, donc c'était quand même quelque chose d'assez pointu et pas du tout justement la façon dont Blanche parle des tableaux. J'avais besoin que la fiction soit aussi me permette en tout cas d'avoir cette imagination débridée en action. Après, j'essaie toujours que ça reste plausible, mais je suis pas sûre que... Voilà, on sait très bien que la réalité n'est pas toujours plausible, donc ça me gêne pas. Enfin, moi, j'assume ça. Peu importe que ça ne le soit pas. Ce qui compte, je trouve, quand on est lecteur, c'est cette espèce de mélange là, et vraiment, on les suit ces deux personnages. On se demande à un moment si on va retrouver la Giganta. Je vous rassure, on la retrouve. Et figurez-vous que la Giganta, qui est quand même la patronne de la mafia espagnole, eh ben, elle supporte pas de voir le sang dans la corrida. Alors, ça aussi, ça m'a fait rire. Et donc, tous ces personnages là, eh bien, il y a l'humour, l'imagination, l'élégance du style. Ça, je crois que vous l'avez entendu dans la lecture qu'elle a faite et dans le tout petit bout que je vous ai lu. Et moi, je trouve que tout ça, pour l'instant, c'est la marque de fabrique d'Agnès Mathieu-Daudet. C'est-à-dire l'humour, l'imagination et l'élégance. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, merci. Voilà. Je vais essayer de continuer dans cette humour, imagination, élégance. Voilà, on espère bien. Alors, si certains d'entre vous ont des questions à poser sur ce livre ou peut-être sur le précédent éventuellement, ou des remarques à faire, ou si vous l'avez lu ou pas lu, la parole est à vous maintenant. Attendez, parce que comme la rencontre est enregistrée, et d'ailleurs j'en profite pour dire que cette rencontre, elle sera visible sur le site des médiathèques dans une semaine à peu près. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de la rencontre et que s'il y a des personnes que vous connaissez qui n'ont pas pu venir, et je sais que c'est le cas, ils pourront effectivement la voir. Donc la rencontre est enregistrée. Donc merci de parler dans le micro. Voilà. Alors moi, je n'ai pas lu votre livre, du moins pas encore, parce que j'ai déjà très envie de le faire. Mais à vous entendre, c'est un livre qui a l'air effectivement très complexe, plein de surprises, de contrastes, de personnages inattendus et de références artistiques, de références historiques. Et je me demande, je suis très intriguée de savoir comment vous l'avez construit. Parce que est-ce que vous avez dès le départ un fil conducteur, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez aboutir, ou est-ce qu'il se construit au fur et à mesure que vous avancez? Parce que je trouve que c'est tellement complexe. Voilà. Merci pour votre question. J'avais oublié que la rencontre est enregistrée. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, parce qu'on est entre nous, et c'est vrai que c'est assez chaleureux ici. Voilà. Donc je tiens à préciser que on est parfois un peu différents. Je pense que Alors, elle casse le micro. Hein. Il faut au moins ça pour m'arrêter, donc je vais trouver Le premier, j'étais effectivement partie très loin de ce que j'avais entreaperçu au départ. En fait, je n'avais pas vraiment d'idée de là où j'allais. Et je crois que ça s'est construit au fur et à mesure. Là, j'avais quand même envie de parler de certains univers. Ça, c'est très important pour moi de me dire, voilà, j'ai envie que ça se passe là, j'ai envie qu'il y ait ça. Après, il y avait tellement de choses, il faut couper un petit peu, il ne faut pas qu'il y ait tout. Et je construis l'intrigue à partir de ces choses-là que j'ai envie de dire. Mais c'était pas du tout... Je n'arrive pas à travailler. J'ai fait un plan au départ. Je l'ai retrouvé tout à l'heure dans un carnet, un plan avec des dates, des personnages. Rien de tout ça n'est arrivé dans le livre. Je crois que moi, pour l'instant, j'en suis encore à une phase où j'écris parce que ça me fait extrêmement plaisir d'écrire. Donc, je ne sais pas... Enfin, le plan, c'est à l'école. Là, j'arrive pas. Il y a quelque chose de très spontané que j'ai pas du tout envie de contrôler pour l'instant. Après, c'est compliqué. Parce qu'une fois qu'on a l'ensemble du livre... être sûr que l'architecture fonctionne, que le livre est équilibré, voilà, qu'il y a pas là, il y a aussi un éditeur derrière j'ai de la chance. Voilà, je suis chez Gallimard où il y a quand même des équipes de gens qui m'aident aussi. Il y a un comité de lecture qui peut, au moment de valider le manuscrit, dire voilà, là, il y avait trop la partie sur Séville, on va peut-être raccourcir un petit peu parce que c'est bien gentil, mais voilà. Donc ça, c'était utile.
Après, ce qui est fascinant par rapport à votre question, c'est quand on se rend compte, en relisant le livre, ou quand les gens vous en parlent, comme vous très bien ce soir, parfois très mal aussi, mais les gens voient quelque chose que vous n'avez pas du tout vu, des motifs. Moi, je suis sidérée par Alors, parfois, c'est au moment de l'édition, de la correction. On dit, c'est normal qu'il y ait deux personnages qui aient le même nom, et vous ne l'avez même pas vu. Enfin, ça, c'est quelque chose de troublant, mais c'est très agréable, parce que voilà, il se passe des choses, des motifs. On peut faire soi-même l'exégèse de son livre, et c'est extrêmement stimulant. Ah mais oui, et les gens vous parlent de formes, de choses qu'ils ont vues, de rappels, de doubles. Voilà. Après, il y a toujours, quand on en parle, on se dit ça, j'aurais pas dû faire comme ça j'aurais dû. Mais on est déjà sur autre chose, donc ça permet de ne pas tout réécrire. Donc, pas de plan, mais plutôt des idées, on a envie, et puis après on écrit, j'imagine. Oui, puis moi, j'ai pas le désir d'écrire. Moi, j'aime les surprises, j'aime que les choses aillent très vite. Si je sais déjà comment ça va se terminer, en fait, j'ai plus envie de l'écrire, le livre. Il y a ça quand même. Donc, j'étais pas sûre de la façon dont tout ça allait se terminer, et je suis toujours pas sûre du choix que j'ai fait. Enfin, voilà, ça reste. Et comme je disais, le livre se termine, mais l'histoire ne se termine pas. Donc, mais c'est Véronique Ovaldé, je crois, qui était interrogée une fois. On lui disait, mais pourquoi vos livres se passent toujours en Amérique latine ou elle dit, mais parce que moi, quand je me lève le matin et que je me mets à mon bureau pour écrire, elle parlait de la Creuse, justement, c'est pour ça que je pense que ça m'est revenu tout à l'heure. J'avais pas envie d'être dans la Creuse le matin, là, avoir froid, et j'ai envie d'être ailleurs, et je crois que c'est vrai qu'on ressent ça dans mon livre. Ça sera pas forcément toujours comme ça, mais on se fait plaisir en écrivant, il faut le dire, il faut pas en avoir honte. Donc ça donne aussi un livre voilà, qui ressemble à son auteur, je pense, parce que je l'écris avec ce que j'ai envie de faire, vraiment. Et avec ce que vous êtes. Oui, peut-être. D'autres questions ou remarques? Quels sont ceux qui l'ont lu, là? Il y en a qui l'ont lu dans l'Assemblée. Alors... Ils font comme ça, ils sont très, ils ont honte voilà, d'avoir lu. Voilà. On s'en remet. Hein. Et alors, qu'en avez-vous? Est-ce que ce qu'on a dit ce soir, ça dit bien du livre, ou est-ce qu'il y a des choses majeures qu'on a oubliées, peut-être, ou vous en pensez quoi? Vous êtes terrible, vous. Hein. Comment? Non, rien. Ah oui, j'ai peur de rien. Là, je comprends pourquoi personne n'a levé la main. Merci. Oui, non. Oui. J'aime pas trop, moi, parler en public. Non, oui, je trouve que ça reprend. Je te rappelle que c'est enregistré à la radio. Oui, voilà, j'ai la pression, tout ça. C'est parfait. Non, je trouve que ça reprend assez bien. Oui. Voilà. Vous avez quand même dit beaucoup de choses. Enfin, je crois que oui, c'est ça. Enfin, c'est quand même assez complet. Voilà. Oui. On est plus ou moins à l'aise pour parler en micro, et puis aussi pour dire ce qu'on a éprouvé en lisant. C'est pas si facile. C'est pas si facile, non. D'autres remarques ou questions? Non, j'ai détesté ça, c'est pour ça que j'ai continué. C'est dur. C'est très dur. Non, mais c'est tout. Non. Un marin chilien, c'est vrai qu'on parle d'univers qui sont plus durs. Voilà, on parle des marins en Islande, on n'est pas dans l'Andalousie. Bon, enfin, ceci dit, je pense pas forcément que ce soit plus dur. Enfin, vous verrez, c'est dur différemment. C'est pas la même lumière. Il y a quelque chose de plus. C'est dur, mais en même temps, c'est un milieu. Ce que je voulais montrer dans un marin chilien, c'est quand même un milieu dans lequel les femmes ont une place très particulière. C'est quelque chose qui m'avait séduit en Islande. Il y a des femmes fortes qui gèrent des choses de façon très admirable et qui prennent une place. Alors après, oui, les personnages masculins étaient plus durs parce que un peu toujours en contraste par rapport à ces personnages féminins. Et après, je parle de. C'est comme quand on me dit ah, mais dans un marin chilien, vous êtes tout le temps. Il y a beaucoup de scènes de bar, d'alcoolisme. On me demande ça à Alençon. Je leur réponds, enfin, excusez-moi, mais là, moi, le bar à côté du salon, le matin au PMU, ça ressemble à un bar en Islande. C'est pas des pêcheurs, mais enfin, tout le monde est en train de picoler. Donc, il y a un moment où, oui, les bars sont des lieux où on boit de l'alcool. Oui, ça tient une place dans la vie des gens. J'avais pas l'impression que c'était si dur. Après, on me dit, mais oui, après, la vie en Islande est plus dure que la vie à Montpellier, si je peux me permettre. Enfin, étant montpelliéraine, je peux le dire, mais c'est pas la même chose. Après, il y a d'autres satisfactions aussi.
La brutalité que je voulais montrer dans le livre, elle est aussi, il y a cette histoire d'éruption volcanique, il y a quelque chose de tellurique, on sent qu'on est toujours prêt à être secoué, mais les gens vivent comme ça en Islande et ils vivent avec cette... ils le disent, de toute façon on sait que demain tout peut s'arrêter, demain la terre peut s'ouvrir, demain on peut être sous une coulée de lave, enfin, comme tous les gens qui vivent dans des zones à risque depuis toujours. Alors là c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de zones à risque, mais on voit à quel point nous on est démunis, et ça c'est des sujets qui m'intéressent aussi, à quel point les gens, regardez les gens en Floride, enfin, ces scènes de panique, et en Floride ils sont habitués, mais on passe à une autre échelle. Les gens tout d'un coup réalisent que ça peut s'arrêter. Voilà. Et je crois qu'en Islande, ça fait tellement longtemps, l'île a été tellement ravagée, elle a été inhabitable. Les gens ont pris l'habitude de vivre avec cette intensité. Et quand on parlait de ça tout à l'heure, c'est vrai que l'intensité, c'est ce qui m'intéresse aussi, de comment... et là aussi, c'est un personnage qui est confronté à une intensité qui est au départ pas la sienne. Enfin, elle l'est différemment. Mais moi, je trouve pas que ce soit si dur. Mais je trouve que la vie est dure. Enfin, et l'idée, quand on écrit, c'est peut-être aussi dans... voilà, parce que oui, la vie est dure pour moi comme elle est pour tout le monde, sûrement pour moi beaucoup moins que pour beaucoup de gens. Et moi, j'ai envie de montrer qu'avec ces choses dures, on peut quand même continuer à vivre, parce qu'on n'a pas le choix, et que tant qu'à continuer à vivre, autant exister, et avec intensité. C'était le message de la soirée. En tout cas, on peut, un bon week-end quand même. On peut lire avec intensité, ça c'est sûr. Hein. Si personne ne souhaite prendre la parole. Laissez-moi le risque d'écrire et des choses très dures, et puis essayer de prendre du plaisir à les lire. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Oui, c'est ce qu'on va continuer à faire. Et on attendra le livre d'après avec grand intérêt. Merci. Merci pour vos questions pertinentes. Je tiens à le dire publiquement, c'est quand même très agréable quand on a quelqu'un qui a compris le livre et qu'il a vraiment lu. C'est pas toujours le cas, et c'est très dur de répondre à quelqu'un qui n'a rien compris à votre livre. On s'en sort différemment, mais merci, c'est très agréable. Merci à vous. En tout cas, merci aussi au public. Ah non, il y a une dernière question. Filmé, enregistré. Ouais, du coup, bon, j'ai pas encore lu le dernier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit que tu avais beaucoup d'attachement finalement du lieu, à comment tu l'as perçu, et tu le racontes d'une manière très personnelle et très approfondie. Donc vraiment l'Espagne pour celui-là, et pour le précédent c'était l'Islande. Et du coup pour ton prochain opus, tu as déjà ciblé... J'ai beaucoup parlé de la Creuse, c'était une façon de laisser des indices. Non, là c'est dur en ce moment parce que je suis partie sur tellement de pistes différentes, et je pense qu'il y a un moment où il faut... Je ne peux pas indéfiniment emmener les gens d'un univers à un autre en plaçant un personnage, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Après, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Mais comme je disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mal à... Dès que j'écris quelque chose qui se passe en France, j'écris beaucoup, donc j'ai des textes comme ça qui commencent... et je me dis, pendant 2 ans, je vais aller dans tous ces salons, parler à tous ces gens... Parce que là, pour l'instant, j'ai des gens qui viennent me parler d'Islande, de Chili. Alors, c'est parfois un peu pénible. Ils veulent savoir où il faut manger, il faut savoir si je peux faire l'itinéraire. Je passe mon temps à dessiner des cartes et des routes, et voilà. Et je reçois jamais une carte postale. Mais voilà, c'est quand même aussi très enrichissant de parler, de voir des gens qui viennent, qui sont touchés parce que je parle de leur histoire, qu'ils n'ont pas l'habitude. Que voilà, en Islande, les Islandais ils sont incapables de lire mon livre. Malheureusement, j'ai rencontré une Islandaise qui est suffisamment francophone, mais qui était très touchée d'avoir ce regard extérieur. Et ça, tout ça, pour moi, c'est très porteur. Et j'ai du mal à m'imaginer pendant 2 ans. Alors peut-être qu'il faut que ça se passe à Montpellier. Je pense que c'est ça la réponse. Vous êtes prévenus. La scène de la médiathèque. Oui, avec les inondations, la Camargue, il y a tout un théâtre d'histoire. Et avec le Guadalquivir, la Camargue, c'est déjà un peu... Faire attention. Bon, voilà, il y aura, dans le prochain livre, il y aura la Creuse, la Camargue, les inondations, Montpellier. Ben voilà, on attend. Si quelqu'un veut l'écrire, vous avez tous plein d'idées, donc c'est très bien. On va peut-être s'en tenir là, et peut-être maintenant, si vous voulez bien, soit converser avec elle, soit acheter le livre auprès de Valérie et vous le faire dédicacer si vous souhaitez. Voilà, merci à vous. Et encore merci. Merci. À tous d'être là.